Unification. Conduits par le physicien danois Niels Bohr, ces scientifiques découvrent une facette entièrement nouvelle de l'univers. Leur vision de l'univers est tellement insolite qu'elle relègue la science-fiction au rang de pâle copie et ébranle la quête d'unification d'Einstein. Les atomes, longtemps considérés comme les plus petits éléments de la nature, s'avèrent constitués de particules encore plus petites. Le noyau désormais familier de protons et de neutrons, autour duquel gravitent des électrons. Or, les théories d'Einstein et de Maxwell ne peuvent expliquer la façon bizarre dont ces petits bouts de matière interagissent les uns avec les autres à l'intérieur de l'atome. La gravité ne s'appliquait pas, elle était beaucoup trop faible, et l'électricité et le magnétisme ne suffisaient pas. En l'absence d'une théorie expliquant cet étrange nouveau monde, les scientifiques errent dans un territoire atomique inconnu à la recherche de n'importe quel repère identifiable. C'est une période où les physiciens développent une nouvelle théorie appelée la mécanique quantique. La mécanique quantique est une théorie radicale qui va soudain complètement pulvériser nos précédentes façons de considérer l'univers. Les théories d'Einstein présupposent un univers organisé et prévisible. Mais Niels Bohr n'est pas d'accord. Ses collègues et lui proclament qu'à l'échelle des atomes et des particules, le monde est un jeu de hasard. Au niveau atomique ou quantique, c'est le règne de l'incertitude. Le mieux qu'on puisse faire, d'après la mécanique quantique, c'est de prédire les chances ou probabilités d'avoir un résultat plutôt qu'un autre. Et cette idée singulière, donne naissance à une vision inédite et troublante de la réalité. Tellement troublante que si les caractéristiques saugrenues de la mécanique quantique étaient perceptibles dans le monde de tous les jours, comme elles le sont ici, au Quantum Café, vous penseriez sans doute avoir perdu la tête. Pendant presque 80 ans, la mécanique quantique a affirmé avec succès que le bizarre et l'étrange étaient typiques de la façon dont notre univers se comporte à des échelles infiniment petites. À l'échelle de la vie quotidienne, nous ne ressentons pas directement l'étrangeté de la mécanique quantique. Mais ici, au Quantum Café, même les choses du quotidien se comportent parfois comme si elles étaient des choses microscopiques, elles aussi. Et j'ai beau venir régulièrement dans ce bar, je n'arriverai jamais à m'y habituer. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Je vais essayer. Elle dit qu'elle va essayer. Et oui, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des commandes précises comme un jus d'orange ici, au Quantum Café, parce qu'ici, tout est toujours régi par le hasard. Bien que je veuille un jus d'orange, il n'y a qu'une petite probabilité que j'en obtienne un, en fait. Et il n'y a pas de raison d'être déçu du fait qu'on ait un résultat ou bien un autre, parce que la mécanique quantique suggère que chacune des possibilités, telles que d'avoir un jus d'orange de couleur jaune ou peut-être un rouge, peuvent parfaitement se produire. En fait, elles peuvent très bien se produire dans des univers parallèles aux nôtres, des univers qui semblent réels à leurs habitants, autant que notre univers nous semble réel. S'il y a 1000 possibilités et que la mécanique quantique ne peut pas dire avec certitude laquelle ce sera, alors les 1000 se réaliseront. Vous pouvez rire et dire c'est forcément faux. Mais il y a beaucoup d'autres choses en physique qui semblaient fausses à l'époque où on les a trouvées et qui ne l'étaient pas. Il faut être prudent avant de dire c'est forcément faux. Et même dans notre propre univers, pour la mécanique quantique, il y a une chance que des choses qu'on pense habituellement impossibles puissent en fait se produire. Ainsi, il existe une possibilité que des particules traversent un mur ou une barrière que vous et moi considérons comme impénétrable. Il y a même une chance que j'arrive à passer à travers un élément solide comme un mur. Il faut apprendre à oublier les idées reçues sur le monde pour comprendre la mécanique quantique. Au fond de moi, est-ce que j'ai l'impression de comprendre profondément et instinctivement la mécanique quantique? Non. Et Einstein non plus. Il restera jusqu'au bout convaincu que l'univers se comporte de façon sûre et prévisible. Au début des années 30, la quête d'unification d'Einstein piétine, tandis que la mécanique quantique dévoile les secrets de l'atome.
Les chercheurs s'aperçoivent que la gravité et l'électromagnétisme ne sont pas les seules interactions régissant l'univers. En sondant la structure de l'atome, ils découvrent deux nouvelles forces. La première, l'interaction forte, agit comme une superglue. Elle maintient le noyau de chaque atome en liant les protons aux neutrons. Et la seconde, l'interaction faible, permet aux neutrons de se transformer en protons tout en émettant des radiations. À l'échelle quantique, l'interaction qui nous est la plus familière, la gravité, est totalement éclipsée par l'électromagnétisme et ses deux nouvelles forces. L'idée que l'on ne peut que calculer les probabilités que les choses tournent d'une façon ou d'une autre est un concept auquel il s'opposait farouchement. La mécanique quantique affirme que l'on ne peut pas connaître avec certitude l'issue d'une expérience. On ne peut qu'assigner une certaine probabilité au résultat de chaque expérience. Et ça déplaisait profondément à Einstein. Il disait « Dieu ne joue pas au dé ». Et pourtant, les unes après les autres, les expériences montrent qu'Einstein a tort et que la mécanique quantique décrit effectivement le fonctionnement du monde à l'échelle subatomique. La mécanique quantique n'est donc pas un luxe, quelque chose dont on peut se passer. Pourquoi l'eau est-elle comme elle est? Pourquoi la lumière la traverse-t-elle? Pourquoi est-elle transparente? Pourquoi d'autres choses ne le sont-elles pas? Comment les molécules se forment-elles? Pourquoi réagissent-elles ainsi? Dès l'instant où l'on veut comprendre quelque chose au niveau atomique, qui n'est pas du tout intuitif, on ne peut progresser qu'avec la mécanique quantique. La mécanique quantique est extraordinairement exacte. Il n'est encore jamais arrivé qu'une prédiction de la mécanique quantique contredise une observation. Jamais. Et ce n'est nulle part plus évident que dans les profondeurs d'un trou noir. C'est un astronome allemand, Karl Schwarzschild, qui définit le premier ce qu'on appelle aujourd'hui les trous noirs en 1916. Alors qu'il est au front, pendant la Première Guerre mondiale, il propose une façon nouvelle et surprenante de résoudre les équations de la relativité générale d'Einstein. Entre deux calculs de trajectoire d'artillerie, Schwarzschild s'aperçoit qu'une énorme quantité de masse, comme celle d'une étoile très dense, concentrée dans une petite zone, déformerait tant le tissu de l'espace-temps que rien, pas même la lumière, ne pourrait échapper à son champ gravitationnel. Pendant plusieurs dizaines d'années, les physiciens ont douté que les calculs de l'Allemand soient plus qu'une simple théorie. Mais alors, une question se pose. Si l'on essaye de comprendre ce qui se passe dans les profondeurs d'un trou noir, où une étoile tout entière est compressée en un point minuscule, faut-il faire appel à la relativité générale, parce que l'étoile est incroyablement lourde, ou à la mécanique quantique, parce qu'elle est minuscule? Aujourd'hui, avec la théorie des cordes, nous avons peut-être trouvé un moyen d'unir notre théorie de l'infiniment grand et notre théorie de l'infiniment petit pour donner un sens à l'univers à toutes les échelles et en tout lieu. Plutôt qu'une multitude de particules minuscules, la théorie des cordes affirme que tout dans l'univers, toutes les forces et toute la matière se composent d'un seul ingrédient, de minuscules brins d'énergie vibrants que l'on appelle des cordes. Une corde peut frétiller de beaucoup de manières différentes, ce qui n'est pas le cas d'un point. Et ces différentes manières de frétiller correspondent aux différents types de particules élémentaires. C'est comme une corde de violoncelle. Chaque note décrit en quelque sorte une particule différente. Elle a donc un pouvoir d'unification extraordinaire. Elle unifie notre compréhension de toutes ces particules. En fait, la théorie des cordes nous fait une sorte de promesse, celle de pouvoir comprendre des questions qu'on n'envisageait même pas comme des questions scientifiques. Si elles existent, les cordes sont si petites qu'il y a peu d'espoir de jamais en voir une. Je pense que d'ici 100 ans, cette période qui a vu certains des jeunes physiciens théoriques les plus brillants plancher sur la théorie des cordes restera comme un âge héroïque, pendant lequel des théoriciens auront réussi à développer une théorie unifiée de tous les phénomènes de la nature.
Isaac Newton, qui était sans doute le plus grand scientifique de tous les temps, a un jour dit la chose suivante. J'étais comme un petit garçon, jouant sur le rivage, et qui, de temps en temps, s'amusait à trouver un petit galet peut-être un peu plus lisse ou un coquillage plus joli, alors que l'immense océan de la vérité s'étendait devant moi et que tout restait à découvrir. Et pourtant, 250 ans plus tard, Albert Einstein, qui fut le véritable successeur de Newton, a quand même pu suggérer sérieusement que ce vaste océan, toutes les lois de la nature se réduisaient peut-être à quelques idées fondamentales exprimées par une poignée de symboles mathématiques. La théorie ne risque jamais rien. Est-ce une théorie de physique ou une philosophie? Il n'est pas écrit dans les étoiles que nous allons réussir. Mais au final, nous espérons avoir une théorie unique qui gouverne tout. Au moment où on arrive au Big Bang, lorsque notre univers était à la fois immensément lourd et incroyablement petit, le projecteur se bloque. Quand on les combine, nos deux théories physiques s'effondrent. Mais si on pouvait unifier la théorie de la mécanique quantique et celle de la relativité générale, et voir ainsi le film cosmique dans son intégralité, eh bien, une toute nouvelle théorie, qu'on appelle la théorie des cordes, pourrait peut-être arriver à le faire. Et si elle s'avérait juste, elle obtiendrait certainement le plus beau succès de toute l'histoire des sciences. Nous partons du principe que cette théorie existe et que notre travail est d'être suffisamment ingénieux et efficace pour la trouver. Il n'est pas écrit dans les étoiles que nous allons réussir. Mais au final, nous espérons avoir une théorie unique qui gouverne tout. Mais pour la découvrir, nous allons devoir entreprendre un voyage fantastique afin de comprendre pourquoi nos deux séries de lois sont en conflit l'une avec l'autre. Et la première étape de cet étrange périple est le domaine des très grands objets. Pour décrire l'univers sur une grande échelle, on utilise une série de lois, la relativité générale d'Einstein, qui explique comment fonctionne la gravité. La relativité générale voit l'espace, je dirais, comme une sorte de trampoline, comme une immense toile lisse que tous les objets lourds, tels les étoiles et les planètes, viennent déformer et étirer. Et toujours selon cette théorie, ce sont toutes ces déformations qui créent ce que nous ressentons comme la gravité. Ce qui veut dire que la gravitation qui maintient la Terre en orbite autour du Soleil provient simplement du fait que notre planète suit les courbes et les contours que crée le Soleil dans le tissu spatial. Mais l'image lisse et doucement ondulée de l'espace prédite par les lois de la relativité générale n'est qu'un aspect du tableau. Pour comprendre l'univers à des échelles extrêmement petites, il nous faut notre deuxième série de lois, la mécanique quantique. Et comme nous allons le voir, la mécanique quantique brosse un portrait de l'espace si radicalement différent de la relativité générale qu'on croirait que ces théories nous parlent de deux univers qui n'ont absolument rien à voir. Pour comprendre le conflit entre la relativité générale et la mécanique quantique, il faut descendre loin, loin, très loin dans l'infiniment petit. Et à mesure que nous laissons derrière nous l'univers des grands objets, et nous approchons du domaine microscopique, l'image familière d'un espace où tout se comporte de façon prévisible commence à s'effacer devant un monde à la structure beaucoup plus incertaine. Et si nous continuons de rapetisser pour devenir des milliards de fois plus petits que les plus petites bribes de matière, les atomes et les minuscules particules qui les composent, les lois de l'infiniment petit, c'est-à-dire la mécanique quantique, nous montrent que le tissu de l'espace devient agité et chaotique. Et pour finir, nous arrivons dans un monde tellement turbulent qu'il défie le sens commun. Ici-bas, l'espace et le temps sont si tordus et sont si déformés que nos concepts traditionnels de gauche et de droite, de haut et de bas, et même d'avant et d'après, disparaissent. Dans l'univers quantique, on ne peut pas cerner quoi que ce soit avec précision. C'est un endroit mouvementé et frénétique par nature. L'image fluctuante et saccadée de l'espace et du temps que prédit la mécanique quantique est en opposition directe avec le modèle géométrique lisse et ordonné décrit par la relativité générale.
Et dans cette profusion de nouvelles particules, les physiciens ne découvrent pas uniquement les constituants de la matière. Ils font une prédiction étrange et surprenante. D'après eux, les particules pourraient aussi expliquer les forces de la nature. Et en se servant de ces particules nouvellement découvertes, les chercheurs se rapprochent du rêve d'Einstein, l'unification des forces. Ils font le raisonnement suivant. Si on rembobinait le film cosmique jusqu'aux toutes premières secondes du Big Bang, il y a 14 milliards d'années, lorsque l'univers était des billions de fois plus chaud qu'aujourd'hui, les particules messagères de l'électromagnétisme et de l'interaction faible seraient impossibles à distinguer. De même que les glaçons fondent au soleil pour donner de l'eau, les expériences montrent que, quand on revient aux conditions de chaleur extrême du Big Bang, l'électromagnétisme et l'interaction faible se fondent et s'unissent en une seule force, dite électrofaible. Et si on rembobinait encore un peu plus le film cosmique, la force électrofaible s'unirait à l'interaction forte pour donner une grande superforce. Même si cela n'est pas encore prouvé, la mécanique quantique était désormais capable d'expliquer le fonctionnement de 3 des forces à l'échelle subatomique. Mais derrière les roulements de tambour se cache une omission flagrante. Le modèle standard explique 3 des forces qui régissent l'univers de l'infiniment petit. Mais il passe sous silence la force la plus connue, la gravité. Ce qui ne l'empêche pas de s'imposer, rejetant dans l'ombre la théorie des cordes. En 1973, seule une poignée de jeunes physiciens se débat encore avec les équations obscures de la théorie des cordes. L'un d'eux, John Schwartz, s'emploie à résoudre ces nombreuses bizarreries. Entre autres, celle d'une mystérieuse particule sans masse prédite par la théorie, mais jamais observée dans la nature. Et toute une série d'anomalies ou d'incohérences mathématiques. 4 ans durant, Schwartz s'efforce de dompter les équations indisciplinées de la théorie des cordes en les changeant, les ajustant, les combinant et les recombinant de différentes façons. En vain. Sur le point d'abandonner, il lui vient soudain une idée géniale. Et si ces équations décrivaient la gravité? Mais cela veut dire qu'il faut revoir complètement la taille de ces minuscules brins d'énergie. Si on suppose que les cordes sont 100 milliards de fois plus petites qu'un atome, l'un des défauts de la théorie devient une qualité. Il apparaît que la mystérieuse particule dont John Schwartz a désespérément essayé de se débarrasser est en fait un graviton, la particule longtemps cherchée, censée transmettre la gravité au niveau quantique. La pièce qui manquait au modèle standard vient de se mettre en place. Schwartz soumet pour publication sa théorie révolutionnaire décrivant le fonctionnement de la gravité dans l'univers subatomique. Si les cordes décrivent la gravité à l'échelle quantique, elles doivent être la clé de l'unification des 4 forces. Schwartz est rejoint dans sa quête par l'un des seuls autres chercheurs prêts à miser toute leur carrière sur les cordes, Michael Green. Après avoir bataillé pendant 5 ans contre les anomalies de la théorie des cordes, Schwartz et Green parviennent enfin au but un soir de l'été 1984. Tout le monde pensait que la théorie était incohérente à cause de ces anomalies. Tout se réduit à un unique calcul. D'un côté du tableau, ils trouvent 496. S'ils obtiennent le même nombre de l'autre côté, ce 496 des deux côtés signifie que la théorie des cordes ne comporte pas d'anomalie.
et que mathématiquement, elle est capable de rendre compte de chacune des 4 forces. On avait enfin la possibilité de réaliser le rêve poursuivi par Einstein. Cette fois, la réaction est explosive. En moins d'1 an, le nombre de théoriciens des cordes passe d'une poignée à plusieurs centaines. La théorie des cordes est rebaptisée la théorie du tout. Cette nouvelle version élégante de la théorie des cordes semblait capable de décrire tous les éléments constitutifs de la nature. À l'intérieur de chaque grain de sable, il y a des milliards de minuscules atomes. Chaque atome est composé de plus petites bribes de matière, les électrons, qui tournent autour d'un noyau fait de protons et de neutrons, eux-mêmes faits de bribes de matière encore plus petites, appelées quarks. Mais la théorie des cordes va plus loin. Elle affirme que les particules qui composent tout ce qui existe dans l'univers sont faites d'éléments encore plus petits, de minuscules brins d'énergie en oscillation semblables à des cordes. Chacune de ces cordes est d'une petitesse inimaginable. Si on grossissait un atome pour lui faire atteindre la taille du système solaire, une corde ne serait pas plus grande qu'un arbre. Et voici l'idée fondamentale. De même que les différentes vibrations ou fréquences d'une corde de violoncelle créent ce que nous percevons comme des notes de musique différentes, les différents modes de vibration des cordes donnent aux particules leurs caractéristiques particulières, comme leur masse et leur charge. Par exemple, la seule et unique différence entre les particules qui nous composent, vous et moi, et les particules qui transmettent la gravité et les autres forces, c'est la façon dont vibrent ces minuscules cordes. Composées d'une multitude de ces cordes oscillantes, l'univers peut être considéré comme une grande symphonie cosmique. Et cette idée élégante résout le conflit entre l'image imprévisible et heurtée de l'espace au niveau subatomique et le modèle lisse de l'espace à grande échelle. Ce qu'apporte la théorie des cordes, ce qu'elle fait avancer en simplifiant, c'est qu'elle calme les saccades de la mécanique quantique. Elle les disperse en reprenant l'ancienne idée d'une particule ponctuelle et en l'étalant pour en faire une corde. Les saccades sont toujours là, mais elles sont moins brutales, juste assez pour que la théorie quantique et la relativité générale s'emboîtent parfaitement à l'intérieur du système. C'est un triomphe des mathématiques. Simplement armés de ces minuscules brins d'énergie en vibration, les théoriciens des cordes affirment être en passe de réaliser le rêve d'Einstein, unifier toutes les forces et toute la matière. Mais cette nouvelle théorie d'avant-garde a elle aussi son talon d'Achille. Ce qui rend la théorie des cordes encore plus difficile à prouver, c'est que pour marcher, ces équations complexes nécessitent quelque chose qui paraît relever de la science-fiction. Des dimensions spatiales supplémentaires. Pour être pris au sérieux, les théoriciens des cordes doivent expliquer comment cette étrange prédiction peut être vraie. Or, selon eux, cette idée apparemment saugrenue est plus réaliste qu'on ne le pense. En voici une petite illustration. Voici l'idée. En 1916, Einstein a montré que la gravité est simplement le résultat de déformations et d'ondulations dans les 4 dimensions familières de l'espace et du temps. 3 ans plus tard, Kaluza suggère qu'il en va peut-être de même pour l'électromagnétisme. Mais si c'est le cas, il faut que ces ondulations se produisent quelque part. Il propose donc l'existence d'une dimension spatiale supplémentaire et cachée. Regardez les câbles qui soutiennent ce feu tricolore. À cette distance, il m'est impossible de voir qu'ils possèdent une épaisseur. Chacun ressemble à une ligne, un objet unidimensionnel. Mais supposons maintenant qu'on puisse explorer l'un de ces câbles de tout près, à travers les yeux d'une fourmi par exemple. On peut maintenant distinguer une deuxième dimension, celle qui tourne autour du câble. De son point de vue, la fourmi peut se déplacer en avant et en arrière, mais aussi dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire.
À quoi ressembleraient ces dimensions supplémentaires? Selon Kaluza et Klein, si on pouvait rapetisser des milliards de fois, on trouverait en chaque point de l'espace une minuscule dimension supplémentaire repliée sur elle-même. Et de même qu'une fourmi peut parcourir la dimension circulaire qui fait le tour d'un câble, une fourmi qui serait des milliards de fois plus petite pourrait aussi, en théorie, parcourir cette minuscule dimension circulaire. L'idée que des dimensions supplémentaires existent autour de nous constitue le fondement de la théorie des cordes. En fait, mathématiquement, la théorie nécessite non pas une, mais 6 dimensions supplémentaires, tordues et enroulées en des formes complexes qui pourraient ressembler à ceci. Mais comment ces minuscules dimensions, repliées en des formes aussi bizarres, pourrait-elle avoir un quelconque effet sur notre vie quotidienne? Eh bien, selon la théorie des cordes, la forme est primordiale. C'est grâce à sa forme qu'un corps d'harmonie peut émettre des dizaines de notes différentes. Quand on appuie sur l'un des pistons, la note change, car on modifie la forme de l'espace à l'intérieur du corps où l'air résonne. Eh bien, les dimensions spatiales repliées sur elles-mêmes de la théorie des cordes fonctionneraient de la même manière. Si on devenait suffisamment petit pour pénétrer dans l'une de ces formes à 6 dimensions prédites par la théorie, on verrait comment ces dernières sont tordues et enroulées les unes sur les autres, influençant la manière dont les cordes, les éléments fondamentaux de notre univers, bougent et vibrent. Et cela pourrait être la clé de l'un des plus grands mystères de la nature. Les minuscules formes à 6 dimensions prédites par la théorie font vibrer une corde exactement comme il faut pour produire ce que nous voyons comme un photon. Et en font vibrer une autre d'une façon différente pour produire un électron. Ces minuscules dimensions supplémentaires pourrait donc bel et bien déterminer toutes les constantes de la nature et permettre à la symphonie cosmique de rester accordée. Au milieu des années 80, la théorie des cordes semble promise à une brillante carrière. Mais en coulisses, la confusion règne. Au fil des ans, les efforts des théoriciens des cordes ont été si fructueux qu'ils ont bâti non pas une, mais 5 différentes versions de la théorie. Toutes reposent sur les cordes et l'existence de dimensions supplémentaires. Mais dans les détails, elles ne s'accordent pas. Certaines font état de cordes ouvertes, d'autres parlent de cordes fermées. 2 d'entre elles prévoient même 26 dimensions. Ces 5 versions paraissent tout aussi valables, mais laquelle décrit vraiment notre univers? La théorie des cordes s'avérera-t-elle une théorie du tout? Ou s'effilochera-t-elle en une théorie du rien? Cet univers Manhattan correspond à une vision classique de l'espace, qui se présente comme une grille plate, statique et immuable. Pourtant, quand Albert Einstein étudie la structure de l'univers, ses conclusions sont tout autres. Il affirme que l'espace n'est pas statique, qu'il peut se tordre et s'étirer. Il peut même y avoir des structures spatiales inhabituelles appelées trous de verre. Un trou de verre est un pont ou tunnel entre 2 régions éloignées de l'espace, une sorte de raccourci cosmique. Dans ce type d'univers,
Fini le cauchemar des embouteillages aux heures de pointe. Mais il y a un hic. Imaginez que l'espace ait la forme de ce beignet. On pourrait penser qu'il est très différent d'une région de l'espace ayant la forme de cette tasse. En effet, ils comportent tous les deux un trou. Dans le beignet, il est au milieu. Dans la tasse, il est dans l'anse. Cela signifie qu'on peut transformer le beignet en tasse, puis revenir au beignet sans avoir à déchirer la pâte. Malheureusement, selon les lois d'Einstein, c'est impossible. L'espace peut s'étirer et se tordre, mais pas se déchirer. Les trous de verre existent peut-être quelque part, pleinement formés, mais on ne peut pas déchirer l'espace pour en créer de nouveaux, que ce soit au-dessus de Manhattan ou ailleurs. En d'autres termes, je ne peux pas prendre un trou de verre pour aller au travail. Mais aujourd'hui, la théorie des cordes nous ouvre une nouvelle perspective sur l'espace et nous montre qu'Einstein n'avait pas toujours raison. Afin de comprendre pourquoi, observons de plus près le tissu spatial. Si on pouvait rapetisser jusqu'à atteindre près d'un millionième de milliardième de notre taille normale, on pourrait entrer alors dans le monde de la mécanique quantique, les lois qui régissent le comportement des atomes. C'est le monde de la lumière, de l'électricité et de tous les phénomènes opérant à l'échelle de l'infiniment petit. Ici, la structure de l'espace est aléatoire et chaotique. Les déchirures sont peut-être des événements anodins. Mais si c'est le cas, comment expliquer le fait qu'une déchirure du tissu spatial n'engendre pas de catastrophe cosmique ? Eh bien, c'est là qu'intervient la puissance des cordes. Les cordes apaisent le chaos. Et lorsqu'une seule et unique corde danse à travers l'espace, elle le balaie et forme ainsi un tube. Celui-ci peut agir à la manière d'une bulle en venant entourer la déchirure, faisant office de bouclier protecteur. En fait, ce sont les cordes qui permettent à l'espace de se déchirer. Les pionniers de la théorie des cordes se sont battus pendant des années, travaillant seuls sur une idée réfutée en bloc par la communauté scientifique. Le problème était le suivant. Pendant des décennies, les physiciens ont cru que les constituants élémentaires de l'atome étaient des particules ponctuelles. Entouré d'électrons, le noyau est composé de protons et de neutrons, eux-mêmes constitués de quarks. Toutefois, la théorie des cordes montre que ces particules considérées comme insécables sont en fait de minuscules cordes vibrantes. Dans les années 80, l'idée devient populaire et nombreux sont ceux qui prennent le train en marche. L'un des principaux attraits des cordes est leur polyvalence. Tout comme les cordes d'un violoncelle peuvent vibrer à différentes fréquences, produisant des notes de musique distinctes, les minuscules brins de la théorie des cordes vibrent et dansent de différentes manières, générant toutes les particules fondamentales de la nature. Si ce raisonnement est exact, il ne reste plus qu'à les rassembler pour obtenir la grande et belle symphonie que constitue notre univers. Par ailleurs, et c'est là le plus exaltant, la théorie des cordes nous offre une possibilité étonnante. Si l'on parvient à maîtriser le rythme des cordes, on aura des chances de pouvoir expliquer toute la matière et toutes les forces de la nature, des particules subatomiques les plus infinitésimales aux galaxies de l'espace lointain. La théorie des cordes aura ainsi tenu sa promesse d'être
une théorie du tout. Pourtant, dans notre enthousiasme, on est à première vue allé trop loin. La dimension supplémentaire introduite par Witten permet à une corde de s'étirer jusqu'à former une sorte de membrane, ou brane en abrégé. Une membrane peut être tridimensionnelle, voire davantage. Et à supposer qu'elle dispose d'une énergie suffisante, elle peut atteindre une taille considérable. Pourquoi pas aussi étendue qu'un univers ? C'était une révolution dans la théorie des cordes. L'existence de membranes géantes et de dimensions supplémentaires ouvrirait une nouvelle perspective surprenante. Notre univers pourrait bien se trouver sur une membrane, au sein d'un espace de dimension supérieure, bien plus étendu. Un peu comme si nous nous trouvions à l'intérieur d'une niche de pain. Et si cette théorie est fondée, le bulk pourrait comporter d'autres tranches, d'autres univers, juste à côté du nôtre. Autrement dit, des univers parallèles. Non seulement notre univers n'aurait rien de spécial, mais nous aurions également de nombreux voisins. Tout est question de forme. Pendant des années, on s'est concentré sur des cordes formant des boucles fermées, telles des élastiques. Mais depuis l'avènement de la théorie M, d'autres types de cordes ont attiré notre attention. On pense à présent que tous les éléments que l'on voit autour de nous, comme la matière et la lumière, sont constitués de cordes ouvertes, dont les extrémités sont rattachées à notre membrane tridimensionnelle. Mais les boucles fermées existent bel et bien, et l'une d'elles transmet la force de gravité. C'est ce qu'on appelle un graviton. Ces boucles étant fermées, leurs extrémités ne peuvent se rattacher, et les gravitons sont donc libres de s'échapper dans d'autres dimensions. La force de gravité s'en trouve diluée et paraît ainsi plus faible que les autres forces de la nature. Une propriété qui laisse entrevoir une possibilité fascinante. Selon le modèle standard, le vaste univers que nous voyons aujourd'hui était jadis extrêmement, incroyablement petit. Puis, il s'est soudain étendu. Considérablement étendu, au cours d'un événement fulgurant connu sous le nom de Big Bang. Le Big Bang a étiré la structure de l'espace et déclenché la série d'événements qui a donné naissance à l'univers que nous connaissons et aimons. Mais la théorie du Big Bang a toujours posé un certain nombre de problèmes. En premier lieu, lorsqu'on confine l'univers entier dans un espace infiniment petit, mais prodigieusement dense, arrive un moment où les lois de la physique ne s'appliquent plus. Elles n'ont plus aucun sens. Les formules qu'on utilise commencent à donner des réponses absurdes. C'est le désastre total. Des versions affinées de la théorie du Big Bang proposent des explications de l'explosion. Mais aucune d'elles ne remonte jusqu'au moment où tout a commencé. Tout le monde admet l'existence de problèmes. La question est de savoir si la théorie des cordes est capable de les résoudre. Certains théoriciens des cordes ont suggéré que le Big Bang n'était absolument pas le début, que l'univers pourrait avoir existé bien avant, peut-être même depuis toujours. L'idée a de quoi déconcerter. Mais alors, quelle est l'explication ? Et si la théorie des cordes était correcte, et que nous vivions tous sur une membrane géante plongée dans un espace de dimension supérieure ? Certains scientifiques ont suggéré que la réponse au mystère du Big Bang réside dans les mouvements de ces brânes géantes. Selon cette théorie, un certain temps avant le Big Bang, deux brânes abritant des univers parallèles ont commencé à dériver l'une vers l'autre. Et soudain... Et comme si cette notion n'était pas déjà suffisamment étrange, les partisans de cette théorie proposent une autre idée extrême. Le Big Bang ne serait pas un événement spécial. Selon eux,
les univers parallèles seraient entrés en collision, non pas une fois, mais à maintes et maintes reprises. Un scénario appelé à se reproduire. Si cette théorie est juste, une brane se dirige droit sur nous en ce moment même. Une idée fascinante, mais qui malheureusement s'accompagne de quelques problèmes techniques. Mais évidemment, les bons vieux problèmes réapparaissent. Car le fait est qu'on ignore ce qui se passe lorsque deux branes entrent en collision. On peut se retrouver dans la même situation qu'avec le Big Bang. Les équations n'ont plus aucun sens. La plupart des collisions n'engendrent que des étincelles, mais par moments, il se produit un choc frontal. Il en résulte une pluie de particules subatomiques inhabituelles. Et ce qu'on espère, c'est trouver parmi celles-ci une minuscule unité de gravité, le graviton. Selon la théorie des cordes, les gravitons sont des boucles fermées, de sorte qu'ils peuvent flotter dans les dimensions supplémentaires. Si l'on parvient à saisir un graviton au moment où il s'échappe, on aura gagné la partie. Mais malheureusement, pour l'instant, le Fermilab n'a pas encore identifié de graviton. Et les chercheurs vont devoir faire vite, car une autre équipe est sur leur talon. Le CERN va à terme évincer le Fermilab, non seulement dans la recherche de dimensions supplémentaires, mais également dans d'autres domaines novateurs. Bien que nous n'ayons pas encore de preuves réelles, la théorie des cordes paraît logique par tant d'aspects que bon nombre d'entre nous estiment qu'elle est forcément correcte. À l'aube du XXIe siècle, on entrevoit ce que pourrait bien être le degré suivant. Cordes vibrantes, super partenaires, univers parallèles et dimensions supplémentaires. C'est une vision à couper le souffle. Et dans quelques années, les expériences commenceront peut-être à nous révéler si certaines de ces idées sont justes ou fausses.